Alors on en arrive maintenant à ton livre, Lâchez-nous la dette. Mais avant ça, on regarde un petit zap à ce sujet. Le coût économique de la pandémie continue de grimper en Europe. Hausse des dépenses publiques et récession ont poussé les États à battre des records d'endettement. C'est dans ce contexte qu'une centaine d'économistes ont demandé vendredi à la Banque centrale européenne d'annuler une large partie des dettes publiques qu'elle détient. Dans une lettre, signée notamment par l'économiste français Thomas Piketty, l'ancien ministre belge Paul Magnette et l'ex-commissaire européen hongrois Andor László, ils estiment que, je cite, la BCE pourrait immédiatement donner aux nations européennes les moyens d'une reprise verte et de soigner les dégâts sociaux, culturels et économiques engendrés par la crise sanitaire du Covid-19. La BCE était hier soir l'invité exceptionnel de BFM TV. Écoutez ce qu'elle en a dit. Légalement, c'est pas possible, ça serait une violation du traité. Or, à ma connaissance, il n'y a pas une unanimité au sein des 19 États membres pour réviser le traité. La dette française, elle est détenue par tout un tas de créanciers qui ont confiance dans la signature française. La France n'a jamais fait défaut. Il n'y a pas un seul pays avancé, pas un seul, je vous dis, qui envisage une seconde de recourir à ce type de solution. Ces règles-là, une dette, ça se rembourse. Et je pense que dans ces temps qui peuvent être des temps de grande confusion, de grande ébullition, on veut absolument tout mettre cul par-dessus tête, il faut aussi revenir à certaines choses simples. Quand on emprunte de l'argent, que ce soit à un titre personnel ou au titre d'un État, si vous voulez que les gens continuent à vous prêter de l'argent, il faut leur donner une garantie, une seule. Vous les rembourserez. Vous savez, il faut dédramatiser parce que des annulations de dettes dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Par exemple, toute la dette extérieure allemande en 1953 a été annulée. Et l'Europe, dans les années 50, s'est construite en grande partie sur l'annulation des dettes du passé. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Là, la particularité de la situation actuelle et de la proposition qu'on fait, c'est qu'effectivement, la Banque centrale européenne elle-même détient maintenant une très grande partie des dettes publiques de la zone euro. C'était environ 20% au début de l'année 2020. Et là, on s'approche de 30% parce qu'en fait, pendant l'année 2020, c'est la Banque centrale européenne qui a financé plus de 80% des émissions de dette faites par les États européens qui ont permis d'éviter un effondrement complet des revenus des Français, des Européens, de l'économie. La présentation de la dette est un sujet qui est géré d'une manière idéologique. Il s'agit d'abord et avant tout de faire peur et tétaniser les gens qui entendent des comparaisons avec leur budget personnel, sauf sur un point. La dette est toujours comparée au PIB d'une année. Quel est le particulier dont les dettes sont rapportées à son salaire d'une année? Personne, bien sûr. Mais cette embrouille en contient encore de nombreuses. On dit, eh bien, ce sont les générations futures qui vont payer. Vous rigolez, ce n'est pas vrai. Personne ne paie jamais la dette. Elle est d'ores et déjà perpétuelle, comme l'a expliqué d'ailleurs une fois M. le maire, fort brillamment. Pourquoi? Parce qu'on emprunte pour rembourser. Et donc, on ne rembourse jamais. Alors donc je rappelle qu'on discute en ce moment avec Éric Coquerel, qui est donc l'auteur, il est député de la Seine-Saint-Denis et auteur de ce petit livre de combat, Lâchez-nous la dette. Éric, on a l'impression que la dette, l'économie, la monnaie et tout ça, ce sont des sujets d'experts, d'économistes hyper calés. Pourquoi un non-spécialiste comme toi, parce que tu es de profession communicant, s'attaque à ce sujet à quelques mois de la présidentielle? Quel est l'objectif politique, quelle est la démarche? Alors, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, puis je suis quand même à la commission des finances, donc depuis 5 ans, j'ai un peu entendu parler de tout ça. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la dette sert, ça a été dit notamment par Jean-Luc Mélenchon, sert d'abord à faire peur et à imposer des politiques. Voilà, c'est d'abord à ça que ça sert. C'est-à-dire qu'au nom de la dette, par exemple, on nous explique qu'on doit imposer la réforme des retraites. Au nom de la dette, on nous explique qu'il faut faire en sorte que les chômeurs coûtent moins cher. Donc, il y a la réforme de l'allocation chômage. Au nom de la dette, on nous explique qu'il faut baisser les dépenses publiques. Parce que sinon, les déficits explosent, etc., etc. On va faire payer ça sur les générations à suivre. Tu connais l'histoire. Donc, la dette a un rôle, on va dire, c'est le méchant des contes de fées. C'est-à-dire, attention, la dette arrive, et donc il faut accepter des choses que sinon on n'accepterait pas, de démanteler l'État, de l'affaiblir, le système de sécurité sociale et tout ça. Donc, c'est évidemment absolument fondamental dans le discours néolibéral. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. Et pourquoi j'ai fait ce petit bouquin ? Parce que ça me permet... On a entendu là Bruno Le Maire et Madame Lagarde dire 2 mensonges en quelques secondes. J'ai donc voulu, à travers ce livre, montrer en quoi c'est des mensonges. Mensonge de Madame Lagarde.
nous allons faire défaut vis-à-vis de nos créanciers. Il se trouve que la dette Covid, elle a une particularité, ce que j'appelle la dette Covid, pour être clair, je sais que les spécialistes n'aiment pas forcément ce terme parce que la dette n'est pas fléchée. Enfin, la dette Covid, c'est celle qui a augmenté pendant la crise du Covid pour faire face aux conséquences du Covid et qui surtout a une particularité, c'est qu'en rupture totale avec les traités, donc preuve qu'on peut le faire, ils peuvent décider de le faire, ce que je dis à Mme Lagarde, on a décidé cette fois-ci que la dette allait être achetée directement par les banques centrales et elle est possédée par les banques centrales. Autrement dit, la dette Covid n'est pas possédée par les marchés, pas possédée par des créanciers extérieurs, elle est possédée par nous. Nous pouvons donc décider d'en faire ce que nous faisons. Et c'est pour ça que... Nous, les citoyens. L'État, la Banque centrale, la Banque de France, c'est quand même si elle est indépendante depuis, c'est ce qu'on regrette, comme la BCE, des pouvoirs politiques, mais enfin, quand même, c'est quand même, derrière ça, c'est quand même l'État, c'est comme la France, c'est quand même l'Europe. Bon. Et en l'occurrence, la Banque de France possède la dette Covid, qui est aujourd'hui à peu près, on pense, à hauteur de 700 milliards d'euros. Donc, il est possible de décider de ne pas rembourser ces dettes. Bon. Et de le dire, au lieu d'avoir ce que nous prépare aujourd'hui Emmanuel Macron, s'il est réélu, c'est annoncé à l'avance, 5 ans d'hyper-austérité, où on baisserait les dépenses publiques de manière historique, et où en plus, ils imposeraient une espèce de loi organique sur 5 ans, qui, comme l'ONDAM, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai parlé de l'ONDAM, c'est-à-dire pour les budgets de la sécurité sociale, on définit d'abord les budgets et on adapte les besoins. Et bien, ils veulent faire pareil avec la dette, avec les budgets pendant 5 ans. Ils décideront des dépenses possibles et le Parlement n'aura plus qu'à s'organiser à l'intérieur de ces dépenses. Au nom, tout ça, de la dette. Donc, il est temps, au contraire, de sortir de ce chantage et c'est possible avec la dette Covid. Et ça permet de répondre à un deuxième mensonge de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit « une dette, ça se rembourse ». Ben non, une dette, ça ne se rembourse pas. Et je le cite dans le bouquin, le meilleur exemple, c'est Éric Woerth, qui répond à Jean-Luc Mélenchon le jour où il fait le discours que tu montres. Éric Woerth, c'est le président de la Commission des Finances, ex-ministre de l'économie. Le moins qu'on puisse dire, si tu veux, d'un point de vue il est tout aussi libéral que Le Maire. C'est la même famille, même s'ils ne sont pas en ce moment dans la même force politique. Qu'est-ce que nous dit Woerth pendant la crise du Covid ? Il dit une dette ne se rembourse jamais. Une dette est éternelle. Pourquoi ? Parce que de toute façon, tu ne rembourses jamais le stock de la dette parce qu'il y a une espèce de roulement qui fait que tu rembourses les intérêts et que même dans la dette classique, on va dire celle qu'on va chercher sur les marchés, elle est sans arrêt renouvelée. Donc arrêtons de faire peur aux gens. C'est ce que je dis, c'est le deuxième partie de ce livre. Arrêtons de croire d'abord que les dettes sont insupportables pour l'État. C'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Si on la rapporte au patrimoine de l'État, on s'aperçoit que chaque année, on a quand même de quoi payer les investissements, même s'il faut juger la légitimité ou l'illégitimité de certaines parties de la dette. Et puis, en même temps, construisons une politique qui permettrait justement de s'extraire du marché, de définanciariser la dette et de faire en sorte que la dette, finalement, soit possédée, soit gérée et soit maîtrisée, et que du coup, on puisse décider d'en faire ce que nous voulons par les banques centrales et non plus par les marchés, comme c'était le cas encore jusque dans les années 80. Justement, dans ton livre, tu parles d'une petite histoire de la dette. Tu nous expliques comment on en est arrivé là et quelque part, c'est une histoire politique, cette histoire de la dette. La dette est politique. La dette, c'est un fait politique. C'est-à-dire, qui est souverain, qui possède, à un moment donné, la maîtrise de savoir quel argent tu dois emprunter pour investir pour l'avenir. Tout le monde comprendra que la dette est nécessaire. Il est évident que quand tu décides de construire un hôpital, quand tu décides, par exemple, ce qui serait nécessaire, parce qu'on n'emprunte pas assez aujourd'hui, là, dans la situation actuelle, par exemple, pour la bifurcation écologique, il faudra investir. On pense que il faudra investir en gros 60 milliards d'euros de plus par an, rien que pour ça. Bon, donc chacun comprendra que tu ne vas pas le payer sur les revenus d'une année, donc tu vas emprunter. Bon, en plus, les taux d'intérêt sont faibles. C'est donc toute la question, c'est de savoir qui décide, comment tu la maîtrises, comment tu la gères. Et donc, c'est éminemment politique. Ça implique une rupture avec les traités européens. Par exemple, ce que nous proposons, ça c'est clair, mais ça nous l'assumons. Et donc, on voit que l'histoire de la dette, ce que nous en faisons, c'est politique. Les libéraux s'en servent pour faire un chantage sur les peuples, pour leur imposer des réformes structurelles, pour baisser toujours le prix du travail, pour baisser toujours les dépenses publiques et derrière ça, privatiser une partie d'entre elles. Eh bien, nous
nous disons qu'on peut s'en servir pour justement permettre de bifurquer d'un point de vue écologique, de mettre le paquet sur les revenus de la santé, sur les besoins en matière de santé, etc. Donc tout ça est éminemment politique. C'est ça que dit le livre. Justement, dans l'histoire de la dette, le livre parle de l'année 1973. Enfin, beaucoup de gens parlent de cette année 1973, mais qu'est-ce qui a changé en 1973 ou pas d'ailleurs ? En fait, ce qui a changé en 1973, justement, c'est qu'on a commencé... Alors déjà, dans les années 70, on a commencé à remettre en question l'indépendance de la Banque de France. Ça s'est poursuivi par la suite. Et puis, à un moment donné aussi, justement, le fait de pouvoir aller s'endetter, non pas sur les marchés, mais de s'endetter avec ce qu'on appelle le circuit du trésor, qui a fonctionné pendant très longtemps, qui consistait à obliger les banques de dépôt à mettre une partie de leurs revenus dans une espèce de caisse commune dans laquelle l'État puisait pour justement se permettre d'assurer ses déficits et de le financer. Alors, les années 70, on en parle souvent en 73, ça a commencé à ébrécher ça, mais en réalité, ça a totalement été détruit dans les années 80, voilà, où on a fait des lois qui obligent désormais à aller emprunter sur les marchés financiers et donc du coup à être dépendant des marchés financiers, et notamment pour la France, c'est un problème de l'étranger. Voilà. On sait par exemple que les Japonais, c'est en gros plus de 200% de taux d'endettement, sauf que c'est les Japonais qui possèdent la dette. Donc c'est tout ça c'est là-dessus qu'il faut revenir. Il faut définanciariser la dette, il faut faire en sorte justement de s'extraire de ce chantage et d'en faire une arme politique au service d'une autre politique de progrès que nous proposons. Voilà, c'est tout ça qu'il y a dans ce petit bouquin qui ne se prétend pas un bouquin de spécialiste. Je m'appuie beaucoup sur des économistes, je les cite, notamment l'appel des 100 dont tu parlais avec Piketty, mais pas que, mais qui envoie un message, c'est que tout le monde peut comprendre ce qu'est la dette. Voilà, c'est pas quelque chose de très compliqué de comprendre que un État, il a un patrimoine, il emprunte, et que tout le problème, c'est de savoir à qui il emprunte pour plus être, dépendant des marchés financiers. Alors, dernière question, même les économistes hétérodoxes ne sont pas d'accord sur cette histoire de dette et d'annulation de la dette, parce que certains disent, en fait, on perd du temps avec cette histoire que personne ne comprend, parce que c'est contre-intuitif pour un citoyen classique quand on dit, en fait, on ne va pas payer la dette, on va l'annuler, parce que lui-même, il pense à son propre budget, ce qui n'est pas indiqué, mais il le fait, alors que finalement, l'argent ne coûte quasiment rien, et des fois même, les taux d'intérêt sont négatifs. Alors, pourquoi se prendre la tête à vouloir annuler quelque chose qui ne coûte pas grand-chose ? Il y a eu un débat que j'aborde dans le bouquin, c'est que, ça a été dit, même des économistes aujourd'hui comme Minc, par exemple, l'expliquent, c'est qu'à partir du moment où les taux d'intérêt sont très faibles, tu peux organiser une espèce de dette perpétuelle. C'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, tu décides d'une dette à taux nul et puis tu la laisses mourir toute seule par une espèce de roulement. C'est un système, je ne dis pas qu'il ne peut pas marcher, mais moi je préfère l'idée clairement d'annuler la dette Covid, je parle bien de la dette Covid. Pourquoi ? Parce que justement c'est une décision politique qui consiste à dire que nous avons la maîtrise en réalité, en monétisant la dette, ça veut dire ça veut dire que les banques centrales se racheteraient leur propre dette, ce qui fait que tu fais une émission monétaire, mais nous avons la possibilité politique de le décider. Et puis c'est un autre avantage, c'est que si tu décides que ta dette est gelée, on va dire, elle n'est que gelée. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, l'Union européenne, parce que dans les traités c'est comme ça, la Banque centrale européenne décide à un moment donné que non, ça ne peut pas se passer ainsi. C'est-à-dire que, en gros, tu gèles le chantage, mais il peut toujours exister. C'est la raison pour laquelle moi je préfère la solution pure et simple d'annuler la dette. Et puis c'est remettre le politique là où il doit être, c'est-à-dire que c'est lui qui maîtrise cette question et non pas des banques centrales qui travaillent pour un système libéral et qui, du coup, utilisent la monnaie dans ce sens-là. La monnaie aussi est éminemment politique, c'est un outil politique. Merci beaucoup, Éric. Tu as été notre invité fil rouge. Ça sort aujourd'hui. Et aussi, tu es venu nous présenter ce livre, Lâchez-nous la dette, un petit livre de combat que les militants et les citoyens peuvent se procurer pour avoir les armes nécessaires pour discuter lors des déjeuners de famille, lors des meetings, lors des discussions au bureau. Partout.